pas que les journalistes, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme, comme ça, ils vont à les territoires occupés. Non? Alors, je suis entré clandestinement à la Sahara occidentale. Normalement, je fais des documentaires avec mon équipe. Non? Il a un caméraman, un microphone, un producteur, le directeur, comme ça. Non? Mais en cette occasion, j'étais seul, avec une petite caméra de photo qu'il filme très bien. Et j'avais aussi un disque dur pour garder toutes les images, comme ça. Et j'allais à Marrakech comme un touriste. Un catalan touriste, c'est une chose de normal. Après, j'allais à Agadir. Et d'Agadir, il y a 700 km pour aller à la capitale de Sahara occidentale, qui s'appelle El Ayoun. Il y a 7 postes policiers pour découvrir quelques personnes qui n'est pas un touriste, mais il est un journaliste, choses comme ça. Quand je suis arrivé à El Ayoun, je suis allé à la maison d'un activiste et j'étais pendant 3 semaines à la maison. Deux fois j'allais à la maison d'autres personnes qui sont très âgées, elles ne peuvent pas venir. Alors il a été un peu comme un film de James Bond, une voiture avec des vitres fumées s'arrête à la porte de la maison. Mes amis sahraouis font comme ça, mirent qu'il n'y a pas de personnes. Et je rentrais tout de suite à la voiture et à la maison de la personne, la même chose. Et dans la maison, on a fait l'interview. La projection d'aujourd'hui, c'est un part d'un tour mondial de cet documentaire. Il a été vu à l'Australie, à l'Eslovénie, à la Suède, à l'Italie, à la Portugal, pour tout de suite. Et maintenant, je suis à la France. Non? Une année avant, je suis invité à les Nations Unies à Ginebra pour montrer ce film et expliquer un peu la même que je suis en train d'expliquer maintenant. Il était un public comme vous, mais habillé comme des diplomatiques comme ça. Et il y a 4 personnes aussi de le Maroc avec des papiers et un stylo et ils prennent beaucoup de notes. Il manque une organisation ici à Montpellier pour soutenir la lutte non violente des Sahraouis. Le documentaire s'appelle Fusil au graffiti parce que le fusil, c'est le retour à la guerre. Beaucoup de Sahraouis pensent que la guerre, c'est l'unique solution vraiment possible. Et les graffitis, fusil au graffiti, c'est manifestations, c'est grève des femmes, c'est grève générale comme la del 5 de décembre ici, toute la façon de lutte non violente. Et pour soutenir cette lutte et faire-la réussir, on a besoin spécialement à la France, à l'Espagne aussi, mais parce que l'Espagne a le pouvoir colonial là, mais la France, elle bloque toujours la solution démocratique, la solution pacifique à le Conseil de sécurité de la Nations Unies. Et beaucoup de personnes à la France ne connaissent pas que le gouvernement de la France fait comme ça. Non? Alors on doit faire la pression, on fait changer ça. Non? Par rapport à la pression dont parle Jordi, Claude Mangin, qui ne peut pas être là aujourd'hui pour différentes raisons, je pense qu'elle est allée à Le Coco, puis elle a beaucoup de rencontres un peu partout. Elle, l'année dernière, elle a fait une grève de la faim qui a duré quand même un peu. Puis juste avant que je sois venu, enfin juste après que je sois venu ou au même moment. Et bon, depuis, ça a eu permis, bon, ça a été un peu difficile, mais ça a permis, comme tu venais de le dire, de pouvoir encore parler de la cause sahraoui, parce que c'est quelque chose en France qui... Alors là, il y a eu beaucoup de presse, de ci, de là. Elle a eu... Madeleine disait qu'elle avait des difficultés à rendre visite à son mari au Maroc, ce qui est vrai, puisque depuis 2008, donc, ils sont incarcérés, etc. Et elle a pu obtenir, puisque chaque fois elle est renvoyée dans les bateaux blancs en lui disant « vous remercie ». Là, après la grève de la faim, elle a eu l'autorisation d'aller pendant 2 heures voir Nama. Et elle a été un peu suivie. Mais elle est retournée au mois de juillet, mais elle n'est même pas descendue de l'avion parce qu'on lui a dit
on vous demande de repartir. C'est une lutte qu'elle mène un peu partout, elle est avec la CAT qui a fait un énorme boulot, à Genève, elle y était encore il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, alors c'est vrai que le soutien à la cause sahraoui, beaucoup ne connaissent pas, comme dit Jordi, mais merci d'être là. Bon. C'est un peuple qui existe, et c'est vrai, comme disait Jordi, ils sont prêts à repartir en guerre, ce serait une folie. Voilà. Donc merci Jordi d'être là aujourd'hui, merci Madeleine et toute l'équipe ici d'accueillir chaque fois ce genre de lutte. La CAT a fait venir Claude Mangin il y a un mois lors de notre assemblée générale à Béziers. Claude Mangin est adhérent à la CAT, donc on connaît bien le problème sahraoui, une dimension spirituelle. Et sur le terrain, nous agissons avec des cartes lettres. Nous envoyons à Mohamed VI, par exemple, et à l'ambassadeur marocain à Paris. Et nous obtenons des libérations, nous obtenons des pressions, l'amélioration par exemple des conditions de détention de Naama Asfari. Bon, on y est pour quelque chose. Exprimer une petite action qu'on va faire après le film. En cette tournée, après le film, parce que l'agence est un peu triste, parce qu'il est en conflit, non? Je vais proposer quelques actions qu'on peut faire. Non? Je vais passer cette papier avec un stylo, et ce qui veut, il peut écrire son courriel électronique, et on va faire une campagne de pression sur les médias français, parce que si un problème c'est invisible, ce problème il n'existe pas. Il est un peu la chose qu'il passe avec le cas sahraoui. 2 ou 3 mois, le documentaire sera livré sur l'internet et je vais envoyer le documentaire parce que vous pouvez le partager à la réseau social. Quand il passe quelque chose à la Sahara, Mohamed est arrêté par la police injustement quand même, je vais envoyer un courriel à toutes les personnes qui sont en cette liste avec l'information. Et vous pouvez faire une lettre pour le journal. Je vais envoyer aussi 300 emails de journal français. Et alors, après la tournée, il y aura 2000 personnes dans cette liste. Les gens qui le paient, en cette occasion, il fera cet écrit pour le journal français. Mais la rédaction, il aura la conscience qu'il y a un public pour cette information. Il dit que chaque personne qui l'écrit, il y a 1000 personnes qui pensent la même chose, mais ils ne prennent pas le temps d'écrire le journal. Non? Alors, si 500 personnes ou 300 personnes il écrit, le journal pensera qu'il y a 1 demi-million ou 300 000 personnes qui sont intéressées de ce sujet. Non? Alors, peut-être il ne va publier notre lettre, mais il va faire l'investigation quand même. Non? Alors, le grand journal, il fait le blocage, non, de cette information. Mais le petit journal local comme ça, il peut publier ça. Pendant 20 années comme ça, participant du mouvement social de Barcelone, et j'ai travaillé beaucoup de sujets, non? Beaucoup de sujets qui m'intéressent à titre personnel. Et ça, un sujet, c'est le Sahara occidental. Non? Et il a été en proposition de 2 organisations de Barcelone. Non? Je pense que le Sahara est vraiment une colonie, non? Parce qu'il était une colonie de l'Espagne, et l'Espagne a laissé la colonie d'une façon à la loi internationale illégale. Non? Mais le Maroc, il a la force, et il est là. Non? Mais il y a un référendum que la Nations Unies doit faire. En ce référendum, il peut voter les gens qui sont descendants de gens qui étaient la colonie de l'Espagne. Mais le Polisario a dit aussi les Marocains qui sont là, ils pouvaient voter. Si ça c'est le problème, ok. Tous les gens qui sont là, il y a beaucoup de Marocains plus que de Sahraouis maintenant. Ils ont dit comme ça. Et le Maroc a dit non, parce que le Maroc ne veut pas cette solution. Je pense que la gens de Sahara, la gens qui vivent là, il doit décider, il peut décider d'être dans le Maroc. Non? Ça, c'est une possibilité, mais il peut décider aussi d'être libre. Non?
la loi internationale, c'est très clair à ce sujet. Non? Le sujet de la Catalogne, c'est pas comme ça, parce que la constitution espagnole a été faite par des politiques avec la présence de militaires, et ils ont fait la constitution de manière qu'il n'y a pas le droit d'autodétermination de la Catalogne, mais on pense que ce droit, il est là, et cette constitution, il est faite à certaines circonstances après la dictature de Franco, non? Mais même à la case sahraoui, c'est une chose très claire, non? Comme ça. Sur le fait que c'est un pays occupé, c'est l'ONU qui classe le peuple sahraoui comme un peuple sans État, et c'est le seul en Afrique. Pour l'OUA, ça a été une décision très courageuse. Et donc, à ce titre, le Maroc n'a pas à empiéter sur les frontières coloniales, ou alors il n'est pas conforme à la politique de l'OUA. Sur Internet, vous pouvez trouver tous les pays qui soutiennent la cause. Alors, comme disait Jordi et certaines personnes dans le reportage, bon, il y a beaucoup de boycotts aussi sur Internet. Il faut vraiment, comme tu disais, on joue avec eux, c'est vrai. Il faut vraiment bien regarder parce qu'il y a quand même une propagande marocaine qui est importante et il y a des tas de choses, donc il faut bien regarder, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent depuis qu'il y a Internet, depuis qu'on arrive quand même avec les Sahraouis, même dans les campements. Moi, quand je suis allé dans les campements, au début, on n'avait rien, on n'avait même pas rien de passé, on montait sur des bidons pour avoir un peu de courant et tout. Mais maintenant, on a pas mal de communication et c'est important. Alors, n'hésitez pas à aller sur les sites, ils sont bien expliqués. On distribue en ce moment justement une bibliographie qui a été faite par le Centre de documentation Tiers-Monde et vous pouvez venir au centre vous documenter. Pour cette question, je peux exprimer, parce qu'à l'Afrique, le Sahara, c'est un pays fondateur de l'Union africaine. Alors, à l'Afrique, les pays sont très intéressés à la décolonisation, parce qu'ils ont vu cette chose. Dans l'Europe, il n'y a aucun pays qui reconnaît le Sahara comme pays, mais il n'y a aucun pays allemand qui reconnaît que l'occupation marocaine, c'est une bonne occupation. C'est comme ça. Non? La Suède, il a essayé de reconnaître Palestine et le Sahara occidental, mais la réaction à l'intent de reconnaître la Palestine a été aussi forte, non? Des États-Unis, des Israéliens, comme ça, qu'il en était un peu de peur et il n'a réussi à reconnaître le Sahara. Parce que si le Maroc a dit, si Ikea veut avoir un plan à Casablanca, tu ne peux faire ça si tu es un ennemi de le Maroc comme ça. Mais je vais expliquer quelque chose parce que peut-être après le film, il y a un peu de... On est très conscient de la frustration des Sahraouis que quand même il dit on ira à la guerre s'il n'y a pas une solution. Non? Mais aussi le Maroc, il y a beaucoup de frustration. Je vais poser deux exemples. L'Union européenne, il veut faire l'accord commercial avec le Maroc parce qu'il est... Et il fait comme ça, le Polisario, il dit non, ça c'est pas possible parce que si vous commercialisez des produits avec le Maroc, quelques produits ils peuvent venir d'une occupation illégale de la Sahara occidental. Mais la Commission européenne fait comme ça et il fait cet accord. Heureusement, le tribunal de justice européen, il est indépendant du pouvoir de l'Union européenne. Et il a fait une étude et il a dit non, cet accord, c'est pas possible. Alors, l'Union européenne et le Maroc sont très fâchés, non? Mais il fait un autre accord, mais le tribunal de justice, une autre fois, il dit c'est pas possible comme ça. Non? Il doit être. Et maintenant, ils sont en cherchant la manière de faire. Non? Et un autre exemple qui peut être très clair aussi de cette frustration de le Maroc pour faire passer le Sahara comme marocain. Il est cet exemple que la Nouvelle-Zélande, il a acheté beaucoup de tonnes de phosphates qui sont sahraouis, non? Mais le Maroc, il dit non, sont marocains, et il achète ça. Il posait tous
tous les phosphates sur les bateaux, et les bateaux, ils voyagent pour aller à la Nouvelle-Zélande. Mais ils s'arrêtent à Sud-Afrique pour faire le diesel comme ça. Et le Polisario, il fait un appel à Sud-Afrique en disant ça. Et le Sud-Afrique a arrêté les bateaux, il a fait l'investigation, il a dit oui, ça c'est vrai. Cette phosphate, il fait partie du Sahara. Alors il a pris tous les phosphates, il a donné cette phosphate au Polisario. Alors la Nouvelle-Zélande, elle est fou, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que cette phosphate, c'est à toi, j'ai payé, j'ai voyagé à mes pays, et à la Sud-Afrique, il passe comme ça. Non? Maintenant, je pense que les bateaux, ils ne s'arrêtent pas à la Sud-Afrique, mais il y a ce problème aussi pour le Maroc, de que ça, c'est pas une occupation légale. Non? La pêche. La pêche aussi. La pêche, le poisson, il est très riche en poisson. Les gambas. Vous allez manger il y a beaucoup de fer, possiblement il y a du pétrole, non? Sur le désert. Non? Et l'agriculture aussi. Non? Non, je pense qu'il peut être un pays indépendant avec une économie riche, non? Normale. Non? Il y a des groupes de recherche sur les ressources. Là aussi, sur Internet, il y a toute une équipe. Bon, aujourd'hui, il est sur les médias, sur tout ça, etc. Mais sur la côte sahraoui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et il y a toute une équipe en France, entre autres, sur toutes les richesses, les ressources du Sahara occidental. Donc, il y a l'histoire du phosphate, il y a eu l'accord pour la pêche. Enfin, bon, moi, je ne peux pas vous raconter au détail parce que je ne maîtrise pas tout. Mais il y a beaucoup de choses. Mais actuellement, c'est vrai qu'au niveau du Sahara occupé, une des interviews le disait bien, une des jeunes, elle disait on est 30% et 70% de Marocains. Alors, économiquement, elle a bien dit, on leur donne pas de travail, etc. Donc, dans les campements, ils résistent, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont nourris, il n'y avait pas grand-chose. Moi, j'y suis allé une vingtaine de fois, j'ai vécu des choses assez importantes là-bas. Donc voilà, il y aurait de la richesse économique, ça c'est sûr. Sauf qu'actuellement, toutes les richesses économiques du Sahara occidental, elles sont convotées par... Alors même, c'est le Parlement européen qui fait des tas de démarches par rapport... je parlais de la pêche, je parlais du phosphate, tout ça. Bien sûr qu'il y a tout à fait une économie qui peut... Et puis il y a aussi la mer. Voilà, enfin, je veux dire, il y a de quoi... Il y a les poissons, mais il y a aussi tout ce qui peut être... Comme on développe un peu partout, quand on a un bord de plage, des plages intéressantes. Ils pourraient très bien vivre, sauf que, bon, voilà, on en est... Eux, c'est sûr ce qu'ils espèrent, c'est le référendum et l'indépendance. Et là, ils vivent de façon misérable, hein, il ne faut pas croire. Même dans le pays occupé, ils sont, au niveau du travail, les étudiants, ils vous disent, hein, ils sont obligés d'aller... ils ne peuvent pas rester au Sahara occidental, il n'y a pas du tout de choses pour eux. Mais c'est compliqué, hein, il ne faut pas croire. On va au Sahara occupé par le Marocain. Oui, il a bien expliqué tout à l'heure aujourd'hui. Vous êtes suivis sans arrêt. Surtout, enfin, bon, pas le touriste lambda comme il disait. Enfin, moi, si je vais là-bas pour quelque chose, on me demandera de repartir aussi. Voilà, donc, et il y a quand même une économie qui peut exister au Sahara occidental, évidemment. Par rapport aux nomades, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Donc, beaucoup d'enfants sont partis à ce moment-là. Quand ils étaient très jeunes, ils sont partis dans différents pays, hein, Cuba, la Russie, la Libye, etc. Et ces gens-là, ils sont pendant des années, ne revenaient pas dans les campements, ils ne retrouvaient pas leur famille, hein, ils sont partis pendant des années, ils ont étudié. Donc ils ont beaucoup de professeurs, ils ont beaucoup de médecins, ils ont beaucoup de chercheurs. Justement, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont fait des études par rapport au phosphate et tout le reste. Ils ont des tas de Sahraouis, sont très très bien formés, ont des tas de diplômes. Mais actuellement, alors bien sûr, il y en a qui travaillent ailleurs, mais dans les campements, il y a quand même des hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut, enfin, il faut voir dans les conditions. Il y a des infirmières, et tous ces gens-là, ce sont des gens qui se sont formés quand ils étaient enfants, au début quand ils sont arrivés dans les campements. Donc ils ont énormément de médecins, ils ont énormément d'ingénieurs, enfin, mais beaucoup ont choisi la cause aussi, parce que de toute façon, ingénieur en phosphate dans les campements, c'est un peu compliqué. J'ai connu des amis elles sont psycho, pendant 9 ans, elles n'ont pas vu leurs parents, des copains. Ils sont partis, ils avaient 7-8 ans, et pendant 10-15 ans, ils sont partis étudier. Et quand ils reviennent dans les campements, ils font ce qu'ils peuvent par rapport au métier qu'ils ont. Économiquement, et pour pouvoir s'en sortir, ils pourraient tout à fait. Ce sont des gens qui ont eu de la formation. Au niveau économique aussi, comme je viens de la Catalogne, je vais faire de l'analogie.
Et je suis trompé, parce que je pense que le Sahara occidental avec le Maroc, il sera comme à la Catalogne, que le sujet de l'autodétermination, ce n'est pas sur la table parce que l'Espagne s'est dit ça c'est interdit. Non? Et je pense que ça c'est la même chose à la Sahara occidental, mais il est encore plus grave parce que il n'est seulement le sujet politique, mais aussi il y a une discrimination sociale et laborale. Non? Et les gens qui vivent, les Sahraouis qui vivent au Sahara occidental, ils sont discriminés dans son propre pays. C'est un choc qu'il ne passe pas à la Catalogne, à l'Espagne. Il y a une discrimination pour ça. Non? Il y a un sujet politique qui est interdit, mais à le Sahara c'est plus grave. Et le Maroc, il donne une petite idée par les familles qu'il habitent à la Sahara occidental, marocain-sahraoui, qu'il n'avait pas de travail. Non? Ils sont surtout les Sahraouis. Non? Il y a une idée très petite, mais si la famille c'est très grande, il y a une petite idée comme ça. Non? Il avait une petite quantité de l'argent pour survivre s'il n'a pas de travail. Mais cette idée, c'est conditionné que tu ne participeras pas à la manifestation, que tu ne poseras quelque chose de l'autodétermination du Sahara à ton Facebook, non? À ton Twitter, comme ça. Non? Alors, il y a cette pression non? Aussi. Avec le Maroc et l'Algérie, il y a une rivalité comme ça. Et la dame a dit que peut-être je suis... il y a des gens qui, à Twitter comme ça, m'ont dit est-ce que tu as de l'argent de l'Algérie pour faire la propagande comme ça? Et l'Algérie a aidé beaucoup parce que je pense que son propre histoire d'autodétermination, il peut comprendre ça. Il a aidé les Sahraouis avec les territoires pour les camps de réfugiés, l'électricité gratuitement, comme ça quand même, les études à l'université pour les garçons, comme ça. Non? Et oui, il y a une chose idéologique aussi, parce que le Polisario, il a été un mouvement de libération à l'époque qu'il y a le bloc socialiste, le bloc capitaliste et le bloc de la Yougoslavie, l'Égypte, comme ça, non aligné. Et le Polisario était à le non aligné, mais non le socialisme, mais le non aligné. Et il y a beaucoup de relations aussi avec la Russie, avec la Cuba, comme ça. Non? Et le Maroc, c'est bien capitaliste. Non? Alors il y a l'idée de l'Espagne, de la France, des États-Unis. Et cette chose, en ce moment de l'histoire, il est une chose qui perjudique non? Un peu les Sahraouis parce qu'on les voit comme, comme une réminiscence de le problème de la guerre froide, la guerre froide. Il y a toute une action qui a été faite au niveau des livres de géographie, des atlas, puisque la carte du Sahara occidental, il y a marqué Maroc. Il y a eu des actions qui ont été faites, on a renvoyé, moi je parle au niveau de la race là, on a renvoyé tous les livres qui ont été, puisque le Sahara occidental n'était pas indiqué. Il y a eu, par rapport au tourisme, bien sûr, combien de gens ont envoyé des cartes, quand on voit des gens qui allaient au Maroc, on leur explique, etc. Alors, Animatou, que je connais, hein, qui parle qui a été pendu, qui a été scroffé, Animatou disait que ce qui est compliqué, c'est que, mais plusieurs l'ont dit, on n'a rien contre ils n'ont rien contre les Marocains, les personnes. Après, c'est une question de... Alors, c'est vrai que les Marocains, il y en a qui vivent bien aussi, mais elle est un peu derrière certaines... C'est un peu comme à Nice, la promenade des Anglais, et puis derrière d'autres quartiers, etc. Au Maroc, c'est pareil, hein, vous avez des gens qui sont dans la misère pas possible. Donc par rapport à la race, il y a l'accueil des enfants aussi qu'on fait l'été. En France, on accueille une centaine d'enfants. En Espagne, ils en prennent davantage, d'autres pays, puisque les enfants, il fait plus de 60 degrés au fond du désert. Moi, j'y suis allé en juin, où il faisait 40, 45. Faire des sessions en plein truc, c'est l'horreur, quoi. Donc il y a des choses comme ça qui se font auprès des enfants. Il faut parler des Sahraouis, parce que les gens ne savent pas. Même à la fac... à Marrakech ou ailleurs, vous avez des étudiants qui découvrent encore, hein, il faut pas croire. Moi j'ai vu des conférences avec Animatou,
où tout le monde s'est levé et presque l'aurait insulté sur place, alors que c'est une femme qui est proposée au prix Nobel, qui va avoir un prix à Genève encore bientôt. Enfin, voilà. Donc il y a des choses qui se font petitement, qui ne sont pas forcément reliées, mais il faut vraiment ne pas hésiter à parler d'eux. La lutte non violente, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi une recette qu'on peut appliquer à la Bolivie, à la Libye, à tous les pays. Non, tu dois étudier ton rival, non, et voir les touristes, c'est une chose très importante pour le Maroc. Non? Alors, on peut faire quelque chose comme ça. Non? Les Sahraouis, comme la loi internationale, c'est très clair à ce sujet, ils espèrent presque trop de la diplomatie, au niveau international, mais il doit faire aussi la lutte non violente à la rue, à l'économie, à la média, non? Cette chose qu'on faisait avec les courriels électroniques pour appeler les journaux français, ça c'est lutte non violente. Non? Parfois, elle dira oh, nous sommes frustrés, on va à la guerre, non? Mais la guerre, c'est pas une chose aussi magique que tu vas gagner. Non? Il y a là et là. Les jeunes, ils veulent la guerre, et les grands qui ont passé la guerre, ils ne veulent pas la guerre. Non? Mais la surprise est que tout le monde, ils pensent que la guerre, il va être la solution. Parce que le Maroc, il fera comme ça. Et je suis vous. Alors, avec la guerre, quelques personnes, ils disent, nous vivons à les camps de réfugiés comme ça, comme rats, non? C'est meilleur de mourir à la guerre, non? Ça, c'est un gêne. Non? Il y a d'autres personnes qui pensent, on peut gagner la guerre, parce que à la guerre qu'on avait avant de 1991, les Sahraouis, ils sont pas aussi que les Marocains, il a une grosse armée, non? Mais les Sahraouis, ils gagnent parce qu'ils connaissent très bien le terrain, il y a une guerre de guérilla comme ça, et il y a aussi la chose de que on ne va gagner pas, mais s'il y a la guerre, il y aura la tension internationale. Non? Ça c'est très, très dur, non? Parce que la tension peut être maintenant, il ne manque qu'une guerre. Non? Mais, et aussi, je pense que quelquefois, quand les Sahraouis parlaient avec nous, ils disaient cette chose de la guerre, et nous savions qu'on doit faire quelque chose parce qu'il n'y aura la guerre. C'est comme une chose de dire, il y aura la guerre, il y aura la guerre. Alors, pour conclure, je rappelle le thème de cette 30e quinzaine des solidarités internationales, c'est faire tomber les murs, lancer des ponts. Évidemment, là, c'est tout à fait illustré parce que nous avons vu, il y a un mur véritable et il y a des ponts à lancer. Toutes les actions qui ont été proposées, je pense, peuvent vous intéresser. Merci.